Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour à nos participantes et participants à ce débat qui s'inscrit dans Le Monde Nouveau, un débat important sur l'alimentation, les nouveaux circuits, les enjeux, la transformation, les coûts. Un débat qui est retransmis en live sur de nombreux sites du groupe des Pêches avec une très belle audience, nous l'avons vu hier, et un débat qui sera nourri, ce n'est pas un mauvais jeu de mots. Je voudrais vous demander, nous allons commencer par Marie Massard, de vous présenter Escalité. Marie Massard, vous êtes adjointe au maire de Montpellier, présidente du Mine également. Quelle est votre actualité ? Donc effectivement, je suis adjointe au maire déléguée à la politique alimentaire et l'agriculture urbaine et également présidente du Mine, le marché d'intérêt national de Montpellier. Patrick Caron. Bonjour, je suis chercheur au CIRAD, président d'Agropolis International et vice-président en relations internationales de l'université. On peut rappeler ce que le CIRAD, s'il vous plaît ? CIRAD, c'est le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Merci. Stéphane Layani. Oui, alors je suis président de l'Union mondiale des marchés qui regroupe 12 000 marchés dans le monde. Et c'est une tâche extraordinaire de fédérer des petits marchés mexicains, des grands marchés chinois et également de travailler avec Marie. Je suis parallèlement président du Mine de Rungis. Daniel Descartes. Bonjour à tous et à toutes. Daniel Descartes, j'étais enseignant sur le site du lycée agricole de Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales. Et depuis, je continue mon activité qui est proche des jardins familiaux partagés. C'est-à-dire que je mène des actions de formation sur le jardinage, les plantations de haies, les alternatives aux pesticides. Et c'est ma passion principale, les plantes. Vincent Nourigat. Bonjour, moi je suis le président de l'association des marchés paysans. Marchés paysans, on met en place des marchés, notamment on vient d'en mettre un sur un quartier de Montpellier, qui est le deuxième marché paysan de la ville de Montpellier. Et je suis également un des responsables officiels du réseau Impact Occitanie, qui est une fédération de 9 associations qui a une approche totalement transversale sur les problématiques agricoles, depuis le foncier, commercialisation, formation, etc. Damien Conaré. Bien, bonjour à tous. Donc moi, je gère les activités d'une chaire d'enseignement et de recherche. C'est la chaire UNESCO Alimentation du Monde, qui est hébergée ici à Montpellier Supagro, qui est l'école d'ingénieurs agronomes ici à Montpellier. Et on situe l'interface sciences-société à travers des activités de formation, de recherche et de diffusion des connaissances autour de l'alimentation. Merci. Nous aurons également peut-être l'occasion d'accueillir parmi nous Pascal Grivière, qui est une vigneronne bio, qui a des petits soucis d'accès, mais qui pourrait nous rejoindre, nous l'espérons en tout cas, lors de ce débat. Nous allons débuter par une petite question macro. Stéphane Layani, vous êtes bien placé, et cette question, on va la décliner ensuite selon vos regards. Quels sont, enfin en tout cas, où situez-vous les enjeux par rapport à cette thématique alimentation ? Et on ajoutera tout à l'heure alimentation dans nos villes et nos régions. C'est une question extrêmement fondamentale. L'alimentation est devenue un sujet central des politiques publiques. Et vous allez le voir, les campagnes électorales qui vont se succéder vont faire de l'alimentation un sujet qui intéresse toutes les strates de la société. En même temps, et n'y voyez pas un clin d'œil, en même temps, on a vu que la crise du Covid a changé le regard des consommateurs sur l'alimentation. Elle a totalement changé. Elle a changé parce que nos consommateurs attendent plus de local, plus de frais, parce que au même moment, et c'est ça qui est paradoxal, il y a eu une résurgence très forte du commerce électronique, de la digitalisation, et que, enfin, on a vu, et c'est pour ça que je suis très solidaire de Marie, c'est que
on s'est aperçu, et moi je le vois en tant que président de l'Union mondiale des marchés, que les pays qui avaient été capables de nourrir leurs citoyens pendant la crise et d'écouler les stocks des agriculteurs sont les pays qui ont des infrastructures publiques, des services publics comme les marchés, qu'on appelle d'intérêt national, mais qu'on devrait appeler des agromarchés. Et donc, cette nouvelle structuration du monde ne tient pas compte des effets du bouleversement climatique, ne tient pas compte des effets des changements géopolitiques qui vont être prégnants dans cette affaire. Je m'explique. Bien évidemment, j'aurais aimé avoir la viticultrice de la région. Bien évidemment, le bouleversement climatique va avoir des effets. Je connais des vignerons de Bourgogne qui s'installent en Grande-Bretagne. Nous l'avons vu hier, justement. Les vendanges se font de plus en plus tôt. Par rapport à la biodiversité et beaucoup de ces essences qui montent au nord Tout à fait, aller gagner du froid, par exemple. Vous avez entièrement raison. On va revenir sur ces... Et donc, je vais terminer sur un point. Les bouleversements géopolitiques, il faut prendre un peu de hauteur. Nous allons vers une planète à 10 milliards d'habitants. Et on a vécu dans l'aisance alimentaire de l'après-guerre parce qu'on avait eu faim pendant la guerre. Posons-nous la question de savoir si nous pourrons nourrir la planète dans 20 ans. C'est la seule question qui vaille vraiment. Damien Conaré, quand on instruit une chaire alimentation du monde, on répond quoi en écho de ce qui vient d'être dit et comment on enrichit le propos sur l'enjeu? Sur l'enjeu, déjà, je serais très heureux qu'effectivement les questions d'agriculture, d'alimentation soient au cœur de nos campagnes, de nos futures campagnes électorales. Malheureusement, j'en doute un petit peu, mais ce serait effectivement très heureux parce que, comme vous le dites, effectivement, l'alimentation est d'une très grande importance. On parle de monde nouveau, là, c'est le sujet qui nous anime ces jours-ci. Et clairement, l'alimentation est un vrai vecteur de transition, un vrai levier de transition. Pour pas dire le levier. Alors évidemment, moi je vois avec les lunettes de l'alimentation, mais en l'occurrence, l'alimentation concerne tout le monde. Ça, c'est évidemment trivial de le dire, mais c'est important de le rappeler. Donc ça veut dire que tout le monde est concerné par cette question. On mange tous par nécessité, aussi par plaisir. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, vous parlez de développement de politiques publiques autour de l'alimentation, et on y reviendra sans doute avec Marie sur des politiques alimentaires locales. L'idée que justement ces politiques, elles sont très multidimensionnelles. C'est-à-dire que traiter d'agriculture, d'alimentation, c'est traiter de nombreuses dimensions, et notamment de nombreuses dimensions de changements sur lesquels il y a des grands enjeux, que ce soit le développement économique, que ce soit l'éducation, la santé évidemment, l'aménagement du territoire, mais aussi la solidarité avec les plus démunis. Donc clairement, l'alimentation me semble être un levier assez extraordinaire pour engager la transition qui est souhaitable. Lié à la transition. Patrick Caron, alors on va dire que vous rentrez de New York, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'aujourd'hui, et on le voit aussi avec le Monde Nouveau, il y a beaucoup de visio et de personnes en déportées, c'est le cas pour notre forum. Vous étiez en direct donc avec les Nations Unies, où se tenait dernièrement un sommet sur les systèmes alimentaires. C'était le 23 septembre, c'est donc récent. Vous aussi, Stéphane Layani, que rapportez-vous comme information et comment vous les reliez aux enjeux de la matinée? Alors c'est à la fois très difficile de le lire et en même temps il y a quelque chose d'essentiel qui s'est passé. Un sommet sur l'alimentation aux Nations Unies, il y en a un tous les 10, 15, 20 ans. Juste pour dire que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, extraordinaire. Et celui-ci, il n'était pas sur l'alimentation, il était sur les systèmes alimentaires. Et il y a là un changement très profond de ce que veut dire l'alimentation pour le monde, derrière ce changement-là. C'est-à-dire qu'on n'est plus uniquement sur ce qui a vécu au XXe siècle, à juste titre, qui était la capacité à approvisionner et à nourrir 5, 6, 7, 8 milliards de personnes. On est sur un profonde transformation où l'alimentation devient, c'est un peu ce que disait Damien, le levier essentiel pour traiter d'autres questions aussi. C'est-à-dire
au sens où Malassis, qui était montpelliérain, le comprend, le système alimentaire, la manière dont on s'organise pour avoir accès et pour s'alimenter au niveau des sociétés. Et c'est le fait de positionner les systèmes alimentaires comme un objet central le lie aux questions pas uniquement de l'assiette à la fourchette, mais aux questions d'environnement, aux questions d'emploi, aux questions de développement économique, de justice sociale, de stabilité politique. Et du coup, l'alimentation devient effectivement centrale par rapport aux enjeux de la planète. Alors je fais un écho à ce superbe slogan aujourd'hui, changer le monde et le monde entre nos mains. L'alimentation a en plus de ça une vertu absolument incroyable, c'est qu'elle lie le local, nous, tous les jours, nos comportements avec les enjeux de la planète. Et c'est ça qui se jouait à New York. Alors, quand on le regarde de loin, c'était pas le grand jour. Pas encore, en tout cas. Pas encore. Mais par contre, le fait d'affirmer ça, et c'était même pour certains un peu la cacophonie ou des messages très diffus, mais j'aurais envie de positiver par rapport à ça, puisque c'était vraiment l'installation sur la scène internationale d'une question qui apparaît de manière complètement renouvelée. L'alimentation au cœur des enjeux de la planète de demain. Stéphane Lagny, avant que vous réagissiez, vous souhaitez enrichir le propos. Nous avons le plaisir d'accueillir donc Pascale Rivière, qui est une viticultrice bio. Bienvenue madame, prenez place. Je vais vous inviter à vous présenter. Oui, bonjour. Bonjour à tous, je m'appelle Pascale Rivière et je suis vigneronne à Saint-Jean-de-Fosse, en terrasse du Larzac, sur un petit domaine de 11 hectares en culture biologique. Voilà. Merci, on en approfondira tout à l'heure. Stéphane Lagny, donc. Non, je voudrais simplement nuancer les propos du représentant du CIRAD. Bien sûr, l'ONU comprend un peu confusément qu'il faut qu'elle s'intéresse maintenant au sujet alimentaire. Et nous, on est montés dans le train, et j'ai fait une intervention en anglais que je vous invite à écouter les uns et les autres. Mais l'alimentation, les systèmes alimentaires, c'est des sujets très concrets pour les gens. Est-ce qu'on va retrouver nos terroirs, nos produits locaux, nos circuits courts chaque jour? Est-ce qu'il y a une rémunération normale des agriculteurs dans leur activité quotidienne? Est-ce qu'on va arrêter de pourrir la planète avec du plastique? Est-ce qu'on va continuer à manger des pesticides et des néonicotinoïdes? Donc c'est quand même, si vous voulez, je regrette finalement, cher Alain, d'avoir parlé des questions géopolitiques. La question de l'alimentation, pour le monde nouveau, c'est quand même des sujets très concrets, très quotidiens, très citoyens. Et donc je voudrais, bien sûr, je suis vraiment très intéressé, et je trouve que c'est très important que des chercheurs, qu'il y ait une chaire à l'UNESCO, on collabore beaucoup avec le CIRAD, qui fait un travail extraordinaire, notamment sur les plantes d'outre-mer. Mais pour que, je suppose qu'on ait regardé sur les réseaux sociaux, et puis pour notre auditoire, je trouve que c'est intéressant de voir un peu c'est quoi l'alimentation de demain pour les Français. C'est le propre sujet de cette table ronde. Marie Massard, vous êtes vous aussi intégré donc à ce dispositif de mine, mais vous êtes aussi un opérationnel au cœur de ce circuit qui est celui de l'alimentation publique, puisque vous vous occupez avec la mairie de Montpellier de la distribution dans les écoles, par exemple. Comment vous vous situez par rapport à cette ambiance Alors tout à fait. Alors ma délégation est large, mais c'est vrai que la restauration scolaire occupe quand même une grande partie de ma délégation, puisqu'on est en gestion directe avec la production de 15 000 repas par jour. Et là, il n'y a rien de plus concret que pour les 22 000 enfants de Montpellier de pouvoir se nourrir tous les jours. On a vraiment du coup la volonté de développer une politique alimentaire qui repose sur des produits sains, des produits de qualité, des produits bio, des produits locaux. Et qui puisse être accessible au plus grand nombre. Alors c'est vrai que la restauration scolaire, la cantine est un bon vecteur pour pouvoir faire passer, déjà pour pouvoir
rendre accessible une alimentation de qualité à des plus précaires. Pour certains enfants, c'est le seul repas sain de la journée, voire le seul repas de la journée. Donc ça passe par une tarification sociale, des tarifs à 50 centimes, etc. Ça passe par une offre alimentaire aussi relativement large, puisqu'à Montpellier, on a 4 possibilités avec un menu dit standard, un menu sans viande, un menu sans porc et un menu végétarien. Donc en offrant une large variété, ça permet aussi au plus grand nombre de pouvoir y avoir accès. Après, on souhaite aussi faire passer des messages. Le vecteur de l'école est très important, est un très bon levier pour pouvoir faire passer des messages sur la manière de se nourrir et pour pouvoir diffuser, pour pouvoir faire changer les modes de consommation des familles et aller vers des modes d'alimentation qui vont être meilleurs pour leur santé, par exemple. Après, je voulais ajouter quelque chose aussi sur ma délégation, c'est pas que la restauration scolaire, en plus c'est politique alimentaire et agriculture urbaine, et j'y tiens aussi parce que les deux sont très importants. Alors c'est pas avec l'agriculture urbaine à Montpellier qu'on va nourrir Montpellier ou sa métropole, mais par contre, via le vecteur, par exemple, des jardins familiaux, des jardins partagés ou des potagers dans les écoles, on peut aussi faire de la pédagogie pour expliquer aux enfants ce que c'est une alimentation locale, une alimentation de saison, ce que c'est de travailler avec des produits bruts et ce que c'est le travail des agriculteurs et des agricultrices, et de se dire que c'est quelque chose de dur, qu'il ne suffit pas de planter une graine et d'arroser et que ça vient tout seul, et que si ces aliments ils ont un coût, ben, c'est bien normal et qu'il ne faut pas non plus tirer vers le bas le prix des agriculteurs, enfin le revenu des agriculteurs et des agricultrices. Et le sujet de la précarité alimentaire est un sujet qui est très très important. À Montpellier, on estime 8000 familles 8000 personnes qui font appel à l'aide alimentaire directe. Alors je parle bien directe parce qu'il y a un certain nombre soit qui en bénéficient de manière indirecte ou alors qui n'assument pas de pouvoir bénéficier de l'aide alimentaire. C'est pour ça qu'on essaye de développer aussi d'autres projets. Je pense que Vincent en parlera aussi un petit peu tout à l'heure, mais on essaye de développer d'autres projets qui permettent vraiment de rendre accessible et de manière choisie une alimentation de qualité sans que ça passe que par la distribution alimentaire, même si elle est absolument nécessaire et fondamentale. C'est dire que les enjeux sociétaux, les enjeux environnementaux, les enjeux économiques se posent avec acuité sur la thématique de l'alimentation. Daniel Eckart, vous étiez formateur d'agriculteurs. Vous formiez donc les agriculteurs. Hier, les agriculteurs d'aujourd'hui, ce sont des items que vous abordiez déjà il y a quelques années? Vous faites un peu de provocation, mais j'aime bien. Bien entendu, c'est devenu, pas ma religion, mais ma conviction profonde d'encourager la plupart des futurs professionnels à produire selon le cahier des charges de la production biologique, écologique, etc. C'est pour ça que j'aurais rajouté dans le titre de cette intervention le mot santé. Juste, je fais une petite diversion, parce que pour moi, cette connexion entre production agricole, alimentation et santé est vitale, à tout le sens du terme, parce qu'on parle beaucoup de production, d'environnement, on oublie souvent cet aspect-là, qui me paraît essentiel pour espérer vivre en forme très longtemps, hein, regardez-moi. Mais blague à part, je pense que le secteur agricole doit cheminer encore pas mal pour intégrer le fait qu'il est absolument nécessaire de se passer des pesticides, car comme l'a montré il y a une quinzaine d'années le rapport de la FAO, on peut produire largement pour la planète, même 10 milliards d'habitants, on peut produire en bio, c'est-à-dire sans résidus de pesticides notables. Je crois aussi que ça amène une autre approche de l'agriculture, même s'il faut bien sûr nourrir, il a été évoqué ici, l'agriculture urbaine. C'est clair que les grandes villes ne pourront jamais produire pour leurs millions d'habitants. Mais on peut encourager ici et là des actions tout à fait sensibles et opérationnelles, ne serait-ce que les petits jardins de quartier, ce qu'on appelle les jardins, les incroyables comestibles, c'est-à-dire tout ce qui est fait pour rapprocher la personne X ou Y de son alimentation de proximité est tout à fait souhaitable. Et je dirais aussi que
les grands enjeux, c'est rapprocher le citoyen lambda de sa planète. Et sa planète, c'est quoi? C'est tous les jours regarder des arbres, observer les oiseaux, consommer des produits sains et sympas. Voilà ce que je crois aujourd'hui. Vincent Nourigat, on va le résumer avec le mot qualité. La qualité de l'alimentation du monde nouveau, c'est quoi? Finalement, on voit bien les grandes orientations, mais vous, précisément, qualité, vous la situez où? Ben alors là, vous me posez la question sur la qualité. Enfin, moi, on est dans un monde où on a l'impression que tout va bien. On a des AMAP, on a l'agriculture biologique, voilà, on a des groupements d'achat citoyens et on se dit, si les agriculteurs suivent le mouvement, tout va aller bien. Voilà, on va améliorer notre agriculture et tout. Ça, c'est une fable. C'est une fable parce que la responsabilité individuelle ne mettra jamais fin au modèle alimentaire industriel marchand. L'agriculture, pour le moment, surtout en Europe, n'a pour seul objectif que de produire du PIB. Elle est majoritairement orientée vers l'export. Et ce n'est pas vraiment de la production alimentaire qu'on fait, on rentre l'agriculture que j'appelle industrielle, elle est dans un modèle financier, donc elle est là pour créer du PIB. Et la production de richesse, pour nous, elle ne doit plus être générateur de pauvreté sociale et agricole. La question des revenus alimentaires, elle est primordiale. Est-ce que vous savez que la moitié des agriculteurs ont un revenu négatif? Avant impôts et subventions, cette proportion s'élève à 80% chez les éleveurs, et même après subvention, on a 14% qui ne dégagent aucun revenu. Donc là, il y a vraiment des politiques publiques à adapter pour sortir de cette ornière-là. Parce que nos agriculteurs, ils sont prêts ils veulent bien tout ce que vous voulez, ils veulent de la qualité. On travaille dessus avec nos réseaux pour améliorer la qualité des produits, la qualité de l'assiette, en essayant d'avoir un coût raisonnable. Voilà, parce que les ménages, la part des ménages consacrés à l'alimentation, elle était de 23,6 en 1960, elle est de 12,4 en 2013. Tout ça, ça a dégagé des marges pour acheter d'autres biens de consommation. C'est-à-dire que le prix de l'agricole a été un levier pour l'industrialisation. C'est-à-dire que d'où viennent, qui c'est qui paye vos agriculteurs en ce moment? C'est vous, en fait, à travers vos impôts. Alors justement, c'est intéressant ce que vous dites. Marie Massard, quand on le gère, justement, quand on est un élément de jonction entre finalement ce souci d'avoir des revenus décents pour les producteurs, mais aussi des prix abordables pour les consommateurs, en l'occurrence les familles et les parents des élèves concernés, comment on intègre ces données-là? Tout à fait, pour moi c'est fondamental et les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux, pour moi ils sont extrêmement liés et on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Donc c'est compliqué, hein. C'est vrai que c'est pas facile de se dire pour les personnes en difficulté, les personnes précaires, de se dire vous allez vous nourrir avec en direct des producteurs, des produits bio, etc. C'est pas forcément évident. Il y a des leviers possibles, on y travaille, notamment avec des groupements d'achat, etc. De réussir à faire comprendre aussi que les produits bruts, ils coûtent moins cher et qu'on peut quand même s'y retrouver. Après, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a le levier de la restauration scolaire, puisqu'il y a des tarifs abordables. Et donc, on travaille à acheter donc, des produits bio, des produits locaux, ce qui n'est pas forcément facile, hein, parce que la réglementation des marchés publics ne nous facilite pas la vie pour pouvoir travailler en direct avec des agriculteurs et des agricultrices. C'est ce qu'on fait, hein, c'est ce qu'on appelle le sourcing. Donc, on va aller voir, on va travailler avec eux, on fait en sorte qu'ils puissent répondre à nos marchés publics, mais ce n'est pas évident, parce qu'en plus, la production bio, déjà, il n'y en a pas beaucoup sur le territoire, donc il n'y en a pas forcément suffisamment pour pouvoir nous alimenter. Et en plus, ils ont déjà leur propre réseau, ils sont souvent en circuit court, donc ce n'est pas forcément facile de les amener à ça. On y travaille beaucoup justement avec le MIN, hein, le marché d'intérêt national, où on a créé, on les a aidés à créer une association de producteurs pour qu'ils puissent être plusieurs à se réunir et répondre aux marchés publics.
On développe aussi le carreau de producteur, donc avec la possibilité d'acheter en direct auprès des producteurs. Mais voilà, c'est quelque chose qui est complexe, qui est long. Les dispositifs vous le permettent? Oui, alors après, il y a des leviers, évolutions alors, j'espère des évolutions de loi. Par exemple, aujourd'hui, dans la loi, on ne peut pas privilégier le local. On a des stratégies pour le faire, mais on ne peut pas l'afficher officiellement. Donc, on peut mettre des clauses environnementales ou travailler d'autres manières en direct, mais c'est compliqué. Donc, par exemple, à Montpellier, on a une politique d'allotissement très, très fine. C'est-à-dire qu'on a à Montpellier 103 lots, alors que la moyenne en France tourne plutôt autour de 30-35. C'est-à-dire que, par exemple, quand on fait une commande, plutôt que de dire on fait la commande épicerie, on va dire on fait la commande riz d'un côté, pâtes d'un côté, ce qui permet à un producteur de Camargue de pouvoir répondre. Mais tout ça, ça demande énormément de travail, c'est vraiment de la dentelle, etc., ce qui nous permet de travailler en direct avec les producteurs. Donc ça, c'est des leviers. La restauration scolaire ou même l'achat public en général peut permettre de ça. Et on donne aussi une orientation, c'est-à-dire que, par exemple, à Montpellier, on a affiché un objectif de 100% de produits bio et ou locaux d'ici 2026. Pour aussi montrer aux producteurs locaux, déjà les aider, mais leur montrer aussi la ligne et de dire, bon ben voilà, on travaille avec vous parce que vous êtes en local, mais on aimerait bien que vous passiez en bio et que vous suiviez cette démarche. Nous allons revenir tout à l'heure sur ce point bio-local. Stéphane Delany, un complément? Juste un complément. D'abord, moi je m'inscris totalement dans ce que vient de dire Marie Massard. D'ailleurs, elle fait un travail formidable sur le mine de Montpellier, qui est un exemple pour beaucoup de mines de France. Donc, moi, je suis vraiment très impressionné par ce qu'a fait en quelque temps la mairie de Montpellier et le mine de Montpellier en matière d'alimentation soutenable. Et je pense que c'est une bonne orientation. Et monsieur a raison de dire que, vraiment, vous avez entièrement raison, les uns et les autres. Mais je voudrais quand même replacer les grands ordres de grandeur. On est en France. L'hiver, on ne produit que des racines, des pommes de terre, peut-être on peut conserver un peu de pommes, etc. Et puis, on est dans une économie, qu'on le regrette ou non, qui est mondialisée. Il y a des échanges, même les agriculteurs veulent exporter leurs produits, surtout quand ils en ont trop. Et donc, je voudrais dire que on est face à une situation qui correspond à une période donnée. Il est de notre responsabilité de la faire changer. On peut la faire changer avec des signaux, effectivement, en disant, ben voilà, les jardins ouvriers, l'agriculture urbaine, c'est une bonne chose. Mais moi, je suis plus dans une approche de l'action, une approche pragmatique. Et donc, on est en train de faire, je vais vous donner un exemple. Dans le Nord, alors nous, on a une problématique simple, c'est qu'il faut nourrir 20 millions de personnes, c'est une obligation de service public. Je ne sais pas si vous voyez la région parisienne, c'est une grande région agricole, mais il n'y a que du blé ou de la betterave. Et les produits locaux, moi je fais 15 000 tonnes de produits locaux par an, 15 000 tonnes, et pourtant, ça ne représente que 2,5% des besoins alimentaires des Franciliens. Donc, il y a beaucoup de métropoles qui se trouvent dans cette situation. Lyon, Montpellier, d'une certaine manière, Marseille, etc. Et donc, nous, notre conviction, avec Marie, et je pense que c'est qu'il faut organiser l'avenir. Et ce que nous sommes en train de faire autour du triangle de Gonesse, c'est de dire, d'abord, il faut augmenter les capacités de production locale. Et donc, on va, avec Agoralim, c'est comme ça que s'appelle le projet, trouver un moyen, avec les agriculteurs, de leur donner les moyens de faire du maraîchage, en leur apportant l'eau, parce qu'il faut de l'eau pour faire du maraîchage. On va leur donner des endroits pour faire de la préparation, parce qu'il n'y a pas d'alimentation sans préparation. On a l'impression qu'on voit notre petite cagette de pommes de terre arriver, il faut les nettoyer, les pommes de terre, il faut les brosser, il faut les calibrer, etc. On va, comme le fait d'ailleurs Marie à Montpellier, faire une légumerie pour les cantines scolaires. Si on veut que nos enfants mangent des produits locaux, il est indispensable. Et puis, on va, parce que tout est logistique et
que logistique, et les marchés, y compris les marchés agricoles, sont des outils logistiques, eh bien, on va réfléchir à la logistique verte de demain. Et ça, c'est très, très important si on veut réduire notre empreinte carbone d'ici 2030. Et ça ne se fera pas d'un coup de baguette magique. Sujet majeur. Damien Conary. Je voulais peut-être prolonger sur les propos de Vincent et de Marie. Vincent qui rappelait effectivement la situation très précaire dans certaines filières agricoles des producteurs. Et puis on sait maintenant, on a en face une société qui se précarise de plus en plus. C'est apparu très aberrant et très, très remarquable pendant la crise du Covid. Marie, tu rappelais le rôle de la cantine scolaire. Et effectivement, il y a des écoles qui étaient fermées et finalement on les a rouvertes pendant le confinement uniquement pour la cantine. Mais il ne faut pas oublier que dans notre système alimentaire, c'est-à-dire ce qu'on produit, transforme, distribue, consomme, puis les déchets qu'on recycle, et ben finalement, il y a une forme de grande précarité du travail tout au long de la chaîne. Finalement, il y a effectivement les agriculteurs, mais il faut se rappeler que dans l'industrie de transformation agroalimentaire, en particulier dans certaines filières, on peut penser à l'équarrissage, on est dans des travaux de force qui sont quasiment d'un autre siècle. La distribution, on l'a vu là encore pendant le confinement, elle a fonctionné. On était tout à fait satisfait de voir que les supermarchés continuent de fonctionner. Oui, parce qu'il y a des routiers qui ont continué de travailler. Et puis les hôtesses de caisse, et puis avec la montée en force de la commande Internet aujourd'hui, les livreurs à bicyclette dans la rue. Tout ça, c'est des métiers largement invisibilisés, extrêmement précarisés. Il faut se souvenir qu'effectivement, on mange à faible coût environnemental, on l'a déjà souvent dit, mais surtout aussi à faible coût social. C'est-à-dire que le système fonctionne aussi parce que tout au long de la chaîne, il y a malgré tout des métiers qui sont soit invisibles, soit extrêmement précarisés, voire extrêmement pénibles. Donc il faut aussi avoir ça à l'esprit. Ouais. Important de le souligner. Pascal Rivière, vous êtes productrice vigneronne bio. Vous avez choisi de vous produire en bio. Vous êtes également à la tête d'une association, en tout cas, vous avez initié une association qui s'appelle Vinify, qui réunit des vigneronnes d'Occitanie et au-delà. Comment vous vous situez dans ce débat ? J'écoute, c'est très intéressant. On oublie vraiment le départ, le début du début. C'est-à-dire qu'on oublie le travail de l'agriculteur. Et moi, je le vois aujourd'hui, là, j'arrête les vendanges depuis 2 jours. On ne trouve pas de main-d'œuvre. Les gens ne veulent pas être agriculteurs. Il y a de moins en moins d'agriculteurs et ça va aller de pire en pire parce que ceux qui partent à la retraite n'ont pas l'intention de laisser leurs enfants dans ce métier. Enfin, certains. Moi, j'ai la chance d'être vigneronne, c'est-à-dire avec des produits qui ont une valeur ajoutée importante, que j'exporte. Mais mon premier marché, c'est quand même la France. Et je dirais même que je rapproche de plus en plus autour de mon domaine. Cela dit, je constate tous les jours que c'est un... Bon, personnellement, je suis vigneronne depuis 22 ans, donc je n'ai pas commencé toute jeune. C'est un choix que j'ai fait par passion, après avoir été journaliste, après avoir été enseignante. Je sais que c'est ce qu'on appelle un métier dur, parce que c'est un métier où on n'a pas vraiment d'horaire, où on vit en même temps au rythme de la nature, ce qui peut paraître très bucolique comme ça quand on le dit, mais il faut savoir que on a le matin, en été, on se lève à 5 heures et qu'on espère faire la sieste, mais quand on est vigneron, on n'arrive pas à faire la sieste parce qu'il y a toujours un coup de téléphone, quelque chose à régler, une expédition à régler, et on se couche à 11h minuit parce qu'après, il y a tout le bureau à faire. Donc on ne dort pas beaucoup. C'est un métier, cela dit, je ne veux pas décrire tous les côtés négatifs parce que moi, je ne regrette pas mon choix, que j'y suis heureuse tous les jours. Que c'est vrai, si je regarde par rapport à beaucoup de jeunes aujourd'hui, je n'ai pas de vacances ou très peu. J'ai pas de belle voiture, j'ai pas de vêtements de luxe, j'ai pas... Voilà, et sincèrement, je m'en fiche. Mais par contre, ce que je vois des jeunes qui arrivent pour apprendre le métier, et beaucoup de jeunes s'installent aujourd'hui et viennent d'autres horizons. Il y a des avocats, il y a des chefs d'entreprise, il y a des éducateurs, il y a plein de gens qui arrêtent leur métier parce qu'ils veulent investir en tous les cas la vigne, mais aussi le maraîchage. Et certains s'épuisent très vite, parce qu'ils voient l'image qui est embellie aujourd'hui avec... le Covid a fait un espèce de zoom sur les métiers agricoles.
Il y a de plus en plus d'achats de maisons à la campagne, mais être vigneron, c'est pas prendre son petit déjeuner face au soleil. C'est un petit peu plus, même si aussi on prend son petit déjeuner face au soleil et on l'apprécie. Mais donc moi je crois qu'il y a à la base, il faudrait revaloriser ce métier, revaloriser le travail dans son ensemble. Pas le travail, et on n'est pas idiot quand on est vigneron ou agriculteur. Non seulement on est très sollicité au niveau physique, et ça pour moi c'est un bonheur parce qu'on s'entretient bien, on n'a pas besoin d'aller en salle de gym, quoique si, parce qu'il faut redresser son dos aussi. Mais en plus on est très sollicité au niveau intellectuel, il faut répondre à de plus en plus de choses, il faut être compétent au niveau informatique, il faut savoir gérer la gestion d'un domaine, il faut savoir gérer le personnel, il faut savoir gérer des ventes, il faut savoir aller à l'export, il faut savoir parler plusieurs langues. Enfin, on est vraiment multipasse. Et donc, c'est en ça que c'est un métier passionnant. Alors, vos propos font réagir sur nos sites du groupe, sur le site Le Monde Nouveau et sur nos Facebook Live, et je vois que ça réagit aussi beaucoup. On reviendra sur ce volet, et notamment sur le volet de la formation. Patrick Caron, je vous ai vu impatient de prendre le micro. Oui, je l'ai pris, merci. Ouais, je vais peut-être vous surprendre un petit peu, mais rappelons-nous quand même qu'on n'a jamais aussi bien mangé qu'aujourd'hui dans l'histoire de l'humanité. Voilà, on se plaint là depuis... Que mettez-vous derrière le bien? Si. On n'a jamais aussi bien mangé. Le budget des ménages, ça a été dit, n'a jamais été aussi faible dédié à l'alimentation, ce qui nous permet de faire autre chose. On peut trouver de tout tous les jours. Moi, il suffit que je fasse 50 mètres pour que je trouve, sans me demander ce qu'il faut que j'aille pêcher ou chasser, mais j'ai accès absolument à tout ce que je veux, avec une facilité absolument déconcertante tous les jours de l'année. J'ai un choix qu'on n'a jamais eu dans l'histoire de l'humanité en termes de diversité d'alimentation et d'accès, et à un prix bas. Je ne parle pas des 800 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde en disant ça, et j'en ai bien conscience, y compris sur le sol français. Et dans le même temps, on n'a jamais aussi mal bouffé dans l'histoire de l'humanité. Là, il y a un énorme paradoxe, c'est-à-dire mal bouffé, parce que ceux qui en vivent, produisent tous les jours, vivent dans des situations de précarité, on l'a dit, pour des questions sanitaires, on l'a dit, parce que l'agriculture est le premier responsable du changement climatique, parce que l'agriculture est le premier responsable de l'érosion de la biodiversité, et on aurait tendance à rejeter tous ces travers-là sur les agriculteurs. Il faut complètement repenser, c'est le titre de la session, le lien entre agriculture et alimentation, renouer avec un destin lié qu'on a complètement perdu. Et pour ça, c'est vrai qu'il y a eu une opposition qui s'est cristallisée, y compris de manière hyper médiatisée, entre un local qui serait durable et un global qui serait évaporé, abstrait, loin des préoccupations des gens. Non, il faut au contraire retisser ce lien-là. Il faut au contraire le repenser complètement. Moi, je me réjouis de retrouver le local et le terme de souveraineté qui était tabou pendant longtemps et qui, tout d'un coup, avec le Covid, revient et fait surface. Heureusement, c'est le lieu des constructions territoriales, des solidarités, des cohésions, de retrouver de la vertu dans ce lien-là entre agriculture et alimentation. Mais dans le même temps, on a aussi besoin d'agir à d'autres échelles. On a aussi besoin d'agir à d'autres échelles parce que sinon la concurrence devient insupportable au niveau local, parce qu'on a besoin, une des études justement faites pour le sommet des Nations Unies montre que l'écart entre le coût et le prix de l'alimentation est d'environ de 1 à 3. Alors certains diront de 1 à 10. Peu importe, il est énorme. Mais cette différentiel-là, il y a bien quelqu'un qui le paye. C'est la sécurité sociale, c'est les impôts ou c'est les générations futures. Comment on met en débat politique cela? Cela veut bien dire qu'il faut changer les règles d'organisation du commerce, les règles des échanges. Ça veut bien dire que pour reconstruire le monde nouveau, aujourd'hui, on a besoin d'avoir le monde dans nos mains et de créer des dynamiques locales vertueuses, mais dans le même temps d'agir à d'autres échelles, au niveau national et au niveau international. Marie Massard.
Je voulais juste réagir. Effectivement, on a accès à tout aujourd'hui et je pense que c'est un vrai problème. Et aujourd'hui, la société est complètement... Enfin, la frustration, c'est pas possible. On veut pouvoir accéder à tout tout le temps. Donc, c'est pour ça qu'il faut pouvoir faire évoluer ça. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une prise de conscience avec le Covid, le local, etc., qui malheureusement, juste après, on s'est rendu compte que les mauvaises habitudes sont assez vite revenues. Donc, c'est du travail quand même de longue haleine. Donc, je crois beaucoup à la pédagogie là-dessus. C'est pour ça que passer par les enfants, c'est une bonne chose, mais pas que les enfants, ça peut passer par les adultes. Mais je pense qu'il faut réapprendre aussi le rythme des saisons. C'est vrai tu parlais des produits d'été, d'hiver. Alors c'est vrai que les produits d'été, ils sont plus attractifs, plus faciles à cuisiner, voilà. Mais les produits d'hiver, il faut aussi apprendre à les consommer. Il faut aussi pouvoir se réjouir d'attendre que la saison de la tomate arrive, etc., et pas manger de la tomate toute l'année. Mais ça, du coup, c'est aussi de la responsabilité. Alors, bon, pour que ça aille plus vite, il faudrait d'autres leviers, mais c'est aussi de la responsabilité de chacun, déjà d'adapter ses modes de consommation. Encore faut-il avoir l'information, savoir quels sont les produits de saison, etc., mais aussi pousser vers les restaurateurs, les commerçants, pour dire, mais moi, je veux pas de tout toute l'année, en fait. Et justement, du coup, je ne m'y retrouve plus, en fait. Si vous vendez de tous les produits toute l'année, je ne sais même plus quels sont les produits de saison. Donc il faut vraiment pouvoir pousser dans ce sens-là par des leviers pédagogiques et par d'autres leviers aussi. Vous êtes plusieurs à vouloir réagir. Alors on va le faire dans l'ordre. Non, simplement, je suis en général d'accord avec Marie. Mais moi, je voudrais simplement revenir à des choses concrètes et pas trop abstraites. Les consommateurs, ils votent avec leurs pieds. Moi, je suis pour les produits de saison, hein, mais ils votent avec leurs pieds. Et on peut dire ce qu'on veut, ce qu'on veut. Si les gens ont envie de prendre des oranges ou des ananas ou des bananes en hiver, moi, ce n'est pas le modèle de société que j'attends où on me dit ce que tu dois manger à un moment de l'année. Ça, c'est le premier point. En revanche, je suis d'accord avec Marie, et je pense qu'elle a un point très fort, c'est qu'il doit y avoir de la pédagogie, de l'information, que les gens sachent que ça coûte en externalité négative, qu'il y ait des signaux, mais en revanche, moi je m'inscris totalement dans notre économie telle qu'elle est actuellement, et je pense que à la fin des fins, c'est le consommateur qui décide. Alors on peut regretter, et c'est ce qu'a dit M. Caron, il a raison, par exemple, la consommation de viande ne baisse pas vraiment, et elle part essentiellement, et ça pose question, en steak haché dans les hamburgers. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, il y a une autre chose que je voulais dire et qui nous éloigne de ce petit clivage pour rendre intéressante la table ronde, c'est que je pense que ce qu'a dit la viticultrice ici présente est très important. Tant que nous n'aurons pas d'attractivité des métiers agricoles, nous serons plus tard dans un problème grave. Hein? Et encore, la viticulture, c'est encore quelque chose qui peut être géré. Il y a des métiers très difficiles dans l'agriculture. L'élevage, la cueillette, le maraîchage. Il faut bien voir ce que ça signifie. Et donc, cette attractivité, elle ne peut marcher, cher Alain, que si on décide de travailler en filière, de l'amont à l'aval. C'est-à-dire que nous sommes tous les chaînons les maillons d'une même chaîne. Et donc, clairement, on veut trop déstructurer la production agroalimentaire, alors que tout ça, c'est ce que disait très justement la chaire de l'UNESCO, c'est que tout ça, c'est une même chaîne de l'amont à l'aval, et la distribution est un élément. C'est pour ça que nous, les marchés de gros, on appelle ça, c'est pas un très beau mot, mais on est un élément vertueux parce que nous sommes des services publics alimentaires et qu'on n'est pas un truc, des plateformes qu'on met au milieu de la campagne comme ça. Et on peut espérer que dans nos démocraties, l'élection est un signe de sincérité et de santé. Justement, Damien Connery, la reconnexion entre
ces systèmes alimentaires et la cité, c'est pas un vain sujet pour vous, et on est vraiment au cœur du débat. Oui, clairement, enfin, juste pour rebondir un petit clin d'œil, manger des ananas et des bananes en hiver, c'est pas particulièrement plus problématique qu'en manger en été. On n'en produit pas beaucoup plus en été, mais c'est juste un clin d'œil. Je suis désolé, c'est pas de votre niveau, monsieur Codin. Hein. Non, on va dire des mangues toute l'année. Voilà, bon, mais c'était juste pour sourire. Ou des fraises en hiver. Mais en l'occurrence, on n'en produit pas en France. Mais bon, c'était pas le propos, excusez-moi. Donc en l'occurrence, en matière je revenais sur le paradoxe de Patrick, effectivement, de dire qu'on n'a jamais eu autant accès et aussi facilement à l'alimentation. Et peut-être paradoxalement, finalement, on n'a jamais été aussi distant de notre alimentation. Distant d'un point de vue économique, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Bon, on parlait justement de filière à l'instant. Distant évidemment géographiquement, puisqu'on produit de plus en plus loin, soit les villes s'étalent et donc repoussent les terres agricoles, soit évidemment, effectivement, on importe des produits lointains, ce qui peut être tout à fait souhaitable. Moi, je suis d'accord avec vous. Je continuerai de manger des produits exotiques. Ça me met en relation avec d'autres territoires et en coopération avec d'autres producteurs ailleurs dans le monde. Et puis surtout, peut-être en distance d'un point de vue cognitif, de savoir et de connaissance. C'est vrai qu'elle est là, mais finalement assez invisibilisée. C'est-à-dire que tous les métiers de transformation, tous les grands marchés ben voilà, on parle de Rungis qui était en cœur de ville. Hein. Moi, j'ai pas connu évidemment les halles à Paris, au cœur de Paris, mais si vous regardez les photos de Douaneau, c'est absolument fascinant de voir ce que ça représentait, ces 12 pavillons Baltard au cœur de Paris. Imaginez tout le travail pour acheminer cette alimentation-là, pour la faire repartir. Donc visuellement, on la voyait, on la sentait. Moi, j'habite dans le quartier des Beaux-Arts. Il a été rebaptisé quartier des Beaux-Arts, c'était le quartier des abattoirs. Pareil, je n'ai pas connu les abattoirs là, mais j'imagine ce que ça devait être, les abattoirs là aux portes de Montpellier. Les animaux qui venaient, qu'on devait entendre se faire abattre, qu'on devait sentir. J'imagine qu'il y avait le sang dans les égouts. On avait un rapport physique, charnel, sensoriel à l'alimentation qu'on a un peu perdu. Et de fait, voilà, c'est ce que, à travers notamment des jardins partagés, un certain nombre d'initiatives, de remettre un petit peu l'alimentation dans la ville. Ça peut être symbolique, c'est-à-dire qu'évidemment, comme l'a souligné Marie, ce n'est pas l'agriculture urbaine qui va nourrir les Montpelliérains, mais il y a un rôle symbolique de retrouver ce lien un petit peu perdu au fil des temps, au fil d'une industrialisation de notre agriculture et notre alimentation. C'est aussi une orientation du Monde Nouveau, Vincent Aurigat ? Oui, moi je reviens un peu sur deux choses qui ont été dites là tout à l'heure. Effectivement, on a bien abondance de produits. Ça, je suis d'accord, mais abondance de produits mauvais pour la santé et porteurs de précarité économique. C'est ça le problème principal. À titre d'exemple, les circuits courts, ils ont quasiment pas d'aide de la politique alimentaire commune. C'est vraiment les parents pauvres de la distribution. Je parle de la distribution de ces aides. Voilà. Après, sur le problème de la saisonnalité, nous, on travaille, on met en place des marchés paysans, et les marchés paysans sont directement tributaires de la saisonnalité. On met en place, voilà, on a ce marché, et bien là, à partir de maintenant, on n'a plus de fromage de brebis, puisque les bêtes sont taries. Donc, jusqu'au mois de février, on va se passer de fromage de brebis. C'est les gens qui veulent manger absolument du fromage de brebis. Soit ils se rabattent sur fromage de chèvre ou fromage de vache, ça qu'on va continuer à avoir encore pendant un peu de temps. Ou alors ils vont le chercher ailleurs. Ils vont prendre un produit industriel. C'est la nature. La nature, elle est comme ça. Il y a une saisonnalité. Il faut qu'on s'habitue à la saisonnalité. Il faut qu'on arrive à consommer en fonction de la saisonnalité, parce que sinon, écologiquement, c'est pas tenable. Voilà. On ne va pas faire venir des produits, comme je vois, des pommes qui viennent du Chili, qui ont traversé la moitié du monde, tout ça pour satisfaire notre désir de pomme. Surtout que la pomme, c'est un produit qu'on arrive à produire plus ou moins localement, puisque la grosse production ici, c'est plutôt la Drôme, un peu les PO, et c'est un produit qui arrive à se conserver quand même. Donc sur l'exemple de la pomme, on en est là. Après, je pourrais vous parler de la tomate, sur lequel je connais un peu, puisqu'on organise le festival de la tomate tous les ans ici sur la métropole, qui sont aussi, qui est un autre problème. Voilà. Après, ce que je voulais dire sur l'installation et l'attrait des métiers de l'agriculture, on a un gros problème là, parce que dans la décennie qui vient, on va perdre
énormément d'agriculteurs, puisque la moyenne d'âge est de 56 ans des agriculteurs. Donc, dans la dizaine d'années qui va suivre, on va avoir un gros problème et sur lequel j'ai l'impression que personne ne s'est penché, et c'est une problématique qu'on ne voit pas arriver. Après, on a beaucoup d'agriculteurs qui sont sur des notamment sur des grands domaines viticoles ou sur des grandes cultures qui vont garder leur activité jusqu'à leur mort quasiment, parce que sinon, ils n'auront plus les moyens de vivre. Parce que justement, c'est le problème que j'ai exposé tout à l'heure, c'est le problème de la PAC. À partir du moment où ils vont cesser leur activité, ils ne vont plus avoir ces aides. Et donc, eux, ils vont avoir des problèmes de retraite. Voilà, purement et simplement. Donc, on a un gros problème sur l'installation. Dans notre réseau Impact, on installe une grande majorité d'agriculteurs et la plupart sont installés en dehors de ces aides. On est sur des petites exploitations, des exploitations à taille humaine. Je ne vais pas dire que c'est des petites, mais ce sont des exploitations sur lesquelles où les exploitants trouvent une viabilité. On favorise au maximum l'installation collective, parce que moi je pars du principe que quelqu'un qui sort de l'école, s'il arrive sur son terrain, qui s'installe tout seul, il va avoir beaucoup de problèmes, alors qu'en collectivité, on échange, on a du retour d'expérience, on est appuyé par des réseaux, et là, on arrive à dépasser tout un tas de problèmes qu'on va rencontrer sur les premières années, notamment de son expérience professionnelle. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est assez important. On va revenir sur ce volet-là. Patrick Caron, vous souhaitiez réagir au... Non, c'est bon? Après, d'accord. Daniel Descartes. Oui, je vais citer l'auteur-compositeur de cette célèbre chanson dans laquelle il dit on nous fait croire que le bonheur, c'est d'en avoir plein nos armoires. Ça vous dit quelque chose? Voilà. Mais pour l'alimentation, je dirais ça. C'est pas parce qu'on a de tout à 10 mètres de chez nous qu'on forcément on avance dans la vie. Enfin, c'est pas mon point de vue. Mon point de vue, c'est diamétralement opposé. C'est-à-dire que quelle est la liberté dans tout ça? La liberté, c'est de pouvoir choisir ce qui nous convient, mais pas à n'importe quel prix. Quand une piqûre de rappel concernant l'avenir de la production agricole, sur la base de 100, c'est-à-dire 100 kilos, 100 hectolitres, 100 quintaux. Mais sur les fruits et légumes, voilà un petit indicateur. Un agriculteur qui cueille 100 kilos de pommes, 100 kilos de pêche dans son champ, sur ces 100 kilos, déjà potentiel sur l'arbre ou par terre, il va en laisser 10 ou 20% parce que non conforme, parasité, déformé, pas la couleur nécessaire. Ce produit, donc, il reste 70-80%. Il va être acheminé dans les circuits longs. Il va être calibré, il va être brossé, etc., etc. Bref, on va éliminer encore un certain nombre. On va retirer 10 à 20%. Ces 60-70% qui restent, ils vont arriver dans les supermarchés, ailleurs, les circuits de distribution. Sur ce qui reste, 10, 20, 30% vont en cours de route être abîmés, manipulés, etc. Ce qui fait qu'en bout du compte, si on fait le petit calcul suivant, finalement, on mange ou on mangerait 50-60% de ce qui est potentiellement récoltable. Ça veut dire que c'est un gâchis absolument, je trouve aujourd'hui insupportable, parce que finalement, si on produisait moins, et si on valorisait ce qui n'est pas conforme, eh bien, on aurait quand même de bien meilleurs résultats, notamment pour le revenu des paysans, parce que ceux qui sont en circulant, je vous assure, ils rigolent pas tous les jours quand ils voient toute cette marchandise qui est abandonnée finalement, et qui ne fait pas partie de leur revenu. Il y a des efforts de fait, certes, mais ce n'est vraiment pas suffisant. Voilà. Moi, je crois qu'on peut valoriser au mieux la production agricole et les méfaits de la normalisation. C'est-à-dire que où qu'on soit, où qu'on produise dans le monde, une tomate, une pêche, une salade, il faut qu'elle soit la même. Je trouve ça complètement aberrant. Alors,
moi, ça me fait un peu marrer quand on parle de la liberté du consommateur. Quelle liberté il a? S'il a envie d'acheter une salade moins tonique ou une pomme un petit peu déformée, pourquoi on l'en empêche? Moi, c'est une question de fond qui me semble pas normale dans une société d'abondance qui, finalement, contribue au gaspillage et non pas à la sincérité des produits. Patrick Caron. Patrick Caron. Moi, je voudrais quand même répondre tout de suite, là, puisque les gens applaudissent. D'abord, Daniel a raison, mais il faudrait définir ce qu'est le circuit court. Or, il y a une définition juridique européenne. Et on entend beaucoup de choses. Le circuit court, ce n'est pas le local. Selon la définition juridique européenne, ce n'est pas plus d'un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Voilà ce que c'est. Et d'ailleurs, quand il a utilisé circuit long, c'est bien qu'il y a plusieurs intermédiaires entre les deux. Deuxièmement, moi je trouve qu'on mythifie beaucoup le monde agricole. On reste dans les mythes. Je réagis à ce que disait, parce que ça concerne cette région, je réagis à ce que disait M. Conaré. Mais même au XIXe siècle, même sous Napoléon III, eh ben on faisait venir les produits à Paris de province. On appelait ça la province. Il y avait un train qui traversait Paris et qui allait dans les Halles et qui apportait les produits. Ça, vous ne le savez pas, mais il était sur le boulevard Saint-Michel, un train. Et le sujet du train est toujours d'actualité. Et alors, c'est un sujet d'actualité. Nous, on avait un train à Rungis qui venait de Perpignan à Rungis, qui nous amenait des produits, 200 000 tonnes par an, ce qui n'est pas rien, 200 000 tonnes par an. Et un jour, la SNCF va dire « Ah, mais c'est pas rentable, le fret, on va arrêter ça, etc. » C'est la SNCF, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et là, j'ai une bonne nouvelle, j'ai l'impression que Jean Castex, le Premier ministre, va relancer le train des primeurs qui va repartir dans le courant du mois d'octobre. Et donc, il faut bien comprendre, et alors là, finalement, je m'inscris dans ce que disait M. Caron, qu'on est dans des systèmes alimentaires. Évidemment, bien sûr, moi j'adore Marie-Antoinette, le petit Trianon, les petits moutons, etc. Mais quand vous devez nourrir 20 millions de personnes d'un coup, tous les jours, il faut vous organiser. 20 millions de mouches à nourrir. Ouais, moi, je nourris 20 millions de personnes par jour. Donc, il faut quand même un peu s'organiser. Et donc, évidemment, alors, moi, j'écoute avec hébétude et amusement ces histoires des pommes en avion. Ben, elles prennent les soutes de passagers, de toute façon. Et donc, mais clairement, nous sommes dans des sujets de massification. On n'est plus du tout dans des sujets où on vit. Alors, évidemment, quand on est dans un petit bourg de région, la situation n'est pas la même. Mais quand on est dans une grosse agglomération, on n'est pas du tout dans le même sujet. Alors enfin, tout le monde a applaudi. Moi, je n'applaudis pas. Moi, je considère que c'est une question de liberté individuelle. Donc, moi, ma liberté individuelle, puisqu'on rentre dans la philosophie, c'est que personne ne doit me dire ce que je dois manger. Hein ? Là, on est entre Voltaire et Rousseau, hein, entre science et vous avez le droit de réagir. Patrick Caron. C'est bien parce que le débat commence à montrer quand même qu'il y a des positions assez musclées qui s'affrontent. C'est toute l'essence d'un débat. Et alors, par rapport à ça, moi, que ce soit bien clair, tout à l'heure, en constatant la situation de facilité, je ne dis pas que c'est l'idéal. Je pense au contraire qu'il y a des profonds changements qui sont nécessaires. Je pense que vous l'avez compris. Et pour reprendre, pour tisser ce que dit Damien tout à l'heure sur la distanciation, ce que je constate aussi, c'est que mes enfants, ils savent tout juste pas si un nugget, ça pousse pas dans les arbres. Et du coup, qu'il y a une distanciation qui s'opère entre l'agriculture et l'alimentation et qu'on ne pourra pas changer. Ce qu'on est en train de dire qu'il faut changer, il y a peut-être un petit consensus comme ça entre nous, hein, si on n'arrive pas à relier et à renouer et à construire un pacte, comme on l'a fait en sortant de la Deuxième Guerre mondiale, on s'est dit il faut produire plus parce qu'on n'a pas assez à manger, et il faut un pacte politique au niveau français entre la profession agricole et la société. Et bien, si aujourd'hui...
on n'arrive pas à recréer ce pacte autour d'une alimentation saine, durable, qui est tout ce qu'on vient de se dire là sur l'environnement, sur des conditions d'emploi décentes pour ceux qui nous permettent de vivre d'autres choses, avec une justice sociale qui s'instaure, avec des conditions d'alimentation qui sont saines, eh bien, ça ne va pas le faire. Donc, il faut changer. Pour changer, il faut qu'on arrête d'opposer les consommateurs aux producteurs ou de les mettre face à face par rapport à ces enjeux-là. Et en plus de ça, si certains traitent les autres d'empoisonneurs et les autres traitent les premiers de bobos, c'est tout juste pas possible. Il faut reconstruire ce pacte et il faut arriver à le faire effectivement au niveau local, effectivement au niveau national, effectivement au niveau international. Toutes ces constructions politiques-là, c'est ça qu'on se dit autour de la construction des systèmes alimentaires et pour aller de l'avant. C'est pour ça que quand on a dans un des rapports, bon, peu importe, mais on a parlé d'environnement alimentaire au sens de dire, en fait, tout ce qui conditionne nos comportements, ce sont aussi des constructions sociales et politiques. Et il faut arrêter de responsabiliser le consommateur pour un mauvais comportement ou au contraire de le valoriser pour ça. Ce sont des pactes politiques à construire autour de ça. Et pour ça, et j'ai presque fini, il y a quand même, comme je viens d'une institution de recherche, la connaissance, elle est importante. Et la connaissance, elle est essentielle pour dépasser, pour traiter de ces controverses, pour les mettre sur la table, pour comprendre ce qui nous oppose, pour arriver aussi à comprendre ce qui se passe, à l'éclairer, pas uniquement pour trouver des solutions à ci ou à ça, mais pour comprendre les positions de chacun, ce qui se joue. On aura vite fait là aussi de nous opposer, de certains de dire « mais on a déjà toutes les informations, toutes les connaissances, toutes les solutions ». Et puis d'autres qui diront « ah non, 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 il faut étudier ». Eh bien, c'est un peu l'entre-deux. Hein, on a des choses complexes à comprendre beaucoup mieux, la relation entre l'emploi, l'environnement, l'alimentation, l'agriculture. On ne sait pas tout parce que c'est complexe. On sait beaucoup de choses. Alors, avant de donner la parole à la salle, qui très certainement a beaucoup de questions à poser, très rapidement. Alors, Marie Massard, Vincent Nourigat, Pascal Rivière, et puis on demandera à la salle de poser ses questions. Moi, je voulais juste très rapidement revenir sur la notion de choix en donnant deux exemples. Parce que la notion de choix, elle est fondamentale dans l'alimentation. C'est vrai que c'est revenu plusieurs fois. Par exemple, dans l'aide alimentaire. Aujourd'hui, les supermarchés peuvent être défiscalisés pour pouvoir faire des dons alimentaires, etc., ce qui permet de lutter contre le gaspillage. Bon. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, dans l'aide alimentaire, on a beaucoup, pas que heureusement, et là on y travaille de plus en plus, mais on a beaucoup des produits de mauvaise qualité, des produits ultra transformés, des produits qui sont pas bons pour la santé. Or, c'est les publics les plus précaires qui pâtissent de ça, surtout en période de Covid. Donc là, effectivement, dans ce cadre-là, moi je pense qu'il faut vraiment que les personnes ils puissent avoir le choix, qu'on ne leur impose pas les colis alimentaires, qu'ils puissent choisir, qu'ils puissent avoir des produits bruts, etc. Après, la notion de choix en restauration scolaire, pour caricaturer et pour aller un peu rapidement, c'est sûr que si on donne à un enfant le choix entre une pomme et un éclair au chocolat, bon, bah, il va plutôt généralement choisir l'éclair au chocolat. Donc là-dessus, c'est pour ça que c'est notre rôle, je trouve, service public. Alors pas forcément d'imposer les choses, bien sûr, il faut les accompagner, il faut faire de la pédagogie, il faut expliquer pourquoi, et nous c'est ce qu'on fait à Montpellier, on ne leur impose pas les choses. Mais bien sûr qu'il faut se faire plaisir de temps en temps, et l'idée c'est pas de bannir tout ça. Mais voilà, nous on a fait le choix aussi de travailler de fabriquer nos propres desserts, de construire une unité de production qui permettra de construire notre propre dessert et de ne pas avoir de produits ultra transformés, même si aujourd'hui il y a encore des débats sur ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour la santé. Mais voilà, du coup, le choix, il doit se faire, et je pense que la loi, elle doit aller au-delà de ça. Par exemple, la loi pourrait interdire les produits ultra-transformés dans la restauration scolaire. Après, les gens font ce qu'ils veulent chez eux, mais au moins, il y a un endroit où on apprend le rythme des saisons, on apprend les conséquences de ces choix alimentaires, et au moins, on peut se nourrir de manière éclairée. Merci de cet éclairage. Mais ça nous reste rapidement. Un petit mot rapide sur le gaspillage alimentaire. Effectivement, le gaspillage alimentaire à la sortie du champ, c'est quasiment 45%. Vous venez sur le marché paysan des Aubes. Quand vous repartez, la place elle est plus propre que quand on est arrivé. Vous n'avez pas de produits calibrés. Les producteurs, ils viennent, ils vendent leur production. Il n'y a pas de déchets.
Il n'y a rien qui... bon, s'il y a quelqu'un, on va lui donner... S'il y a quelqu'un qui vient quémander quelque chose, on va lui donner un produit, effectivement, mais ce n'est pas des produits qu'on aurait jetés. Tous les produits sont vendus et au pire, ils repartent au compost ou à l'alimentation animale, puisque les paysans qu'on a sur le marché, ils sont en général en polyactivité. C'est pas leur activité principale, c'est le maraîchage, mais ils ont aussi un peu de poules, ils ont aussi, voilà, ce qui est très important aussi dans un écosystème, de ne pas avoir justement tous ces œufs dans le même panier. Merci de voilà. la Et précision. après, je voudrais juste tirer un mot, c'est sur l'accès, la question de l'accès à l'alimentation Très rapidement, parce qu'il y a choisie beaucoup de questions dans la salle. et l'alimentation de qualité, notamment avec la sécurité sociale alimentaire. Juste pour vous informer, on est en train de lancer ça là, avec la municipalité, de voir comment on arrive à agir sur ces leviers. Et on a mis en place une petite expérience sur le marché de Selle-Neuve. Il y a eu 3 000 €, l'équivalent de 3 000 € de bons alimentaires qui ont été dépensés sur ce marché pendant l'été. Ces bons sont pris en charge à 80% pour 50 familles qui sont suivies par l'association. Voilà. Donc ça, c'est une première initiative qui permet aux personnes précaires d'avoir un accès à une alimentation de qualité. Et le Monde Nouveau est là pour braquer les feux sur les initiatives. Pascal Rivière, avant de donner la parole à la salle. Moi, je suis toujours un peu terre à terre, mais je voulais faire un lien avec ce que vous avez dit, justement pour recréer du lien entre consommateurs et producteurs. Avec les Vinify, que j'ai fondé donc en 2008, nous avons essayé de lancer, mais nous y arrivons, d'expliquer aux instituteurs, aux professeurs, que ça serait peut-être bien de mettre en avant les métiers agricoles qui sont pratiqués dans leur région. Pour aider, ce qui n'est pas toujours bien compris par les instituteurs d'ailleurs, et donc maintenant, chaque année, au moment des vendanges, on prend les villages dans lesquels nous habitons avec les Vinify, chacune fait ça dans son village, et on invite des classes à venir, puisque nous c'est le vin, à venir vendanger. Ça pourrait se faire pour ramasser des pommes ou pour montrer aux enfants ce que c'est que ce métier d'agriculteur, pour montrer que c'est aux portes de chez eux, parce que Montpellier n'est pas très loin de la campagne, en 20 minutes vous y êtes en bus, et donc ça crée un lien dès l'enfance, et pour montrer, voilà, une tarte aux pommes, c'est avec une pomme, peut-être ça paraît bête, mais voilà. Et ensuite, autre chose que je voulais vous dire, on parle beaucoup de relancer notre métier, de le mettre en avant, mais je voudrais vous rappeler que pour des jeunes, s'installer aujourd'hui, c'est quasiment impossible, étant donné le prix du foncier. Nous, les vignerons, on l'a payé tellement cher, notre foncier, on l'a tellement valorisé qu'on ne va pas le lâcher. Et puis c'est notre garantie vieillesse, si je puis dire, notre retraite. Et donc dans d'autres métiers, les maraîchers également, trouver des terres agricoles à des prix corrects où on puisse vivre. Tout à l'heure, vous avez aussi parlé de se mettre à plusieurs pour travailler ensemble. Personnellement, je suis très individualiste. Il est très difficile de faire des communautés pour travailler ensemble. Vous n'avez qu'à voir comme il est déjà difficile de réussir un couple. Alors, je ne vous dis pas une association à 3 ou 4 pour faire le même métier. J'ai vu les expériences et en général, ça explose très vite. Voilà, c'est toutes des petites choses que je voulais... Maxime de Rostolan, hier, nous disait qu'ils avaient expérimenté 1 hectare, 3 agriculteurs. Sur la durée, ça ne marche pas, effectivement, ni économiquement. Ça peut marcher, mais... En l'occurrence, ces expériences n'ont pas été concluantes. Y a-t-il des questions, donc? Je crois que oui. Hein. Merci de vous présenter et de poser votre question. Oui, bonjour. Je m'appelle François, je suis d'Uzès dans le Gard. Et donc, j'avais une question pour vous avec les problématiques donc, du circuit court, des pesticides, pédagogie de l'agriculture et du gaspillage aussi. Est-ce que ça serait une solution si le particulier se mettait à faire de l'agriculture avec des systèmes qui pourraient l'aider et à rendre cette tâche confortable comme l'aquaponie ou l'hydroponie? Est-ce que ça serait une des solutions pour le monde nouveau? Et aussi, quelles seraient les limites? Après, ce n'est pas de tout remplacer par ce système-là, mais de l'intégrer dans le mix, comme pourrait être l'hydrogène dans le mix énergétique. Voilà. Mais ça nous regarde? Alors,
C'est une question assez compliquée parce que bon, c'est vrai que c'est pas avec l'agriculture du jardin qu'on va arriver à nourrir les gens, mais par contre en termes d'autonomie, nous dans les réseaux, notamment sur la semence, on essaye de s'appuyer au maximum sur justement les jardiniers particuliers, notamment pour la reproduction de semences. Parce que quand la semence, vous savez que c'est quelque chose qui est en train d'être privatisé, en fait, parce que les grandes sociétés ont tout intérêt à poser des brevets sur les semences et à essayer de récupérer au maximum les semences, parce que celui qui tient la semence, il tient l'alimentation mondiale. Et nous, ce qu'on essaye de promouvoir, c'est les variétés paysannes, les variétés qu'on appelle populations, qui n'ont pas de caractéristiques hyper définies, qui ne sont pas tout à fait sur le catalogue, mais qu'une faille dans la loi, puisque c'était interdit à un moment, maintenant nous permet de développer. Et on compte beaucoup sur les jardiniers amateurs, justement, pour reproduire cette semence, parce que quand vous êtes un agriculteur et que vous produisez votre semence, et bien vous avez une partie de votre terrain qui n'est pas... où vous n'avez pas un revenu direct, puisque vous faites la semence. Donc vous faites pousser des plantes et puis vous récoltez les graines pour les replanter ultérieurement. Donc ça, ce n'est pas de la production financièrement qui va vous rentrer dans la poche directement. Donc nous, on s'appuie beaucoup sur ces jardiniers amateurs pour essayer de reproduire cette semence et de conserver aussi des variétés qui ne sont plus cultivées. Et bon, voilà, pour nous, c'est très intéressant. Et après, il y a le côté pédagogique avec les jardins partagés. Ici, sur Montpellier, on est intervenu. On travaille aussi avec une association qui s'appelle les Semeurs de Jardin à Montpellier. Au départ, quand ils sont venus me chercher, je ne voyais pas le lien entre l'agriculture. Et puis finalement, si, il y a le côté pédagogique, il y a le côté comment on rentre la saisonnalité, appréhender les maladies des plantes, les associations de culture. Il y a tout un tas de pédagogie à faire là-dessus. Et je trouve que c'est très intéressant. Stéphane Layani ? Non, je ne suis pas contre. Je trouve qu'il y a des expérimentations qui sont vraiment formidables et ça n'enlève rien à l'alimentation générale. En revanche, il faut que vous teniez compte, cher monsieur, de l'agribashing et des troubles d'usage que ça comporte. Parce que les agriculteurs sont victimes d'un agribashing permanent par les citadins, les urbains, et qu'à chaque fois que quelqu'un essaye de faire de l'agriculture urbaine, ben parfois on n'est pas content des rejets, on n'est pas content des odeurs, on n'aime pas avoir la porcherie. Et je peux vous dire que si ça vous amuse, allez faire un tour dans la jurisprudence du Conseil d'État et vous verrez que ça n'est pas un cas mineur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de recours dans les préfectures. Et donc, pour ça que moi, je pense qu'une société bien organisée, chacun fait son job, les agriculteurs font leur travail, les distributeurs distribuent, les logisticiens apportent les produits. Mais je suis d'accord pour qu'il y ait des expérimentations. Mais ces expérimentations, elles doivent être encadrées par les collectivités publiques. C'est-à-dire que on ne peut pas imaginer que demain, tiens, je vais faire de la culture. Alors, les semences, c'est une très bonne idée, et je suis d'accord avec ce qu'a dit monsieur, mais je vais faire des pommes de terre en face de chez moi. Et peut-être que votre voisin, il ne va pas être content, et que ça va être très compliqué. Donc, il faut réfléchir à cette vie en société, qui est très, très complexe, et les élus locaux le vivent bien. Enfin, Marie peut en témoigner, j'en suis sûr. Une nouvelle question. Merci. Bonjour, Ronan Pérez. Monsieur Layani, vous êtes président du marché de Rungis, vous l'avez dit vous-même, vous nourrissez 20 millions de personnes. Votre impact environnemental est énorme. À raison, et pour des raisons financières, vous soutenez le fait que tous les consommateurs peuvent manger de tout n'importe quand. Si vous, déjà, vous achetiez que des fruits et des légumes de saison, l'impact environnementalement parlant, le gain pour la planète, il serait énorme. Pourquoi vous, déjà, vous ne faites pas cette démarche à force de dire toujours c'est aux consommateurs de ne pas d'acheter que des fruits et des légumes de saison? Alors, monsieur Tonton,
D'abord, mon impact environnemental n'est pas énorme, parce que les créateurs du marché de Rungis, c'est-à-dire le général de Gaulle et Georges Pompidou, ont fait quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire, parce que, vous savez, il vaut mieux avoir parfois des tours qu'un habitat mité et des petits pavillons qui polluent beaucoup plus. Eh bien, nous, en massifiant les flux sur la région parisienne, au lieu d'avoir des camions partout, eh bien, on les concentre. Au lieu d'avoir des plateformes qui sont disséminées à droite à gauche, et donc, nous, on est scientifiques, on a fait l'étude de notre empreinte carbone. J'incite chacun à faire l'étude de son empreinte carbone. Eh bien, on a une empreinte carbone beaucoup plus faible que toutes les autres structures agroalimentaires de la même catégorie. Donc les marchés de gros, en général, ont une empreinte carbone qui est très faible. Mais non seulement, alors vous me laissez terminer, vous me posez une question agressive, je vous réponds gentiment. Non seulement on a une empreinte carbone qui est inférieure à toutes les grandes centrales d'achat, à Carrefour, Auchan et compagnie, et d'autres modes qui se disent écologiques, et d'autre part, j'ai décidé, dans mon nouveau plan RSE, de diminuer de 30% notre empreinte carbone d'ici 2030. Donc, évidemment, la problématique qui consiste à sortir 3 millions de tonnes de produits chaque année n'est pas la même que de faire quelques centaines de tonnes. Mais la massification, elle permet plein de choses. Par exemple, on recycle tout à Rungis. 100% de ce que nous produisons est recyclé. On ne jette rien. On ne gaspille pas. Et pendant la crise alimentaire, on a donné 1200 tonnes, ce qui est énorme, de produits aux associations via le potager de Marianne. Et on l'a donné à beaucoup d'associations. Ça va du Secours populaire au Resto du Cœur. Et puis, vous savez, quand on va avoir le train, notre action va être encore plus vertueuse. Et donc, très sincèrement, ne vivez pas avec des petites catégories dans votre tête. Les choses sont plus compliquées et je peux vous le démontrer. Voilà, monsieur Tonton. Merci pour la réponse. 2 autres questions, 3 autres même. Merci de vous présenter, de poser la question. Bonjour, je m'appelle Anakin Billon, je suis lycéen sur Montpellier et également membre des Jeunes pour le climat à Montpellier, plus généralement en Occitanie. Et en France, sur Montpellier, on est en train de mettre en place quelque chose qui s'appelle donc des interventions en milieu scolaire. Alors j'ai une question, dans un temps limité pour des jeunes de 12 à 17 ans, quels sont selon vous les points les plus importants à aborder pour faire de la prévention sur l'agriculture et l'écologie? Marie Massard, Vincent Origat, Patrick Caron. Effectivement, il y a tout un tas d'actions pédagogiques peuvent être mises en place et j'en profite pour rebondir sur ce que vous disiez aussi. Pour moi, c'est aussi le fait d'aller voir sur place, de prendre contact, d'échanger directement avec les professionnels, avec les agriculteurs, avec les agricultrices ou des professionnels de la transformation alimentaire. Donc d'aller visualiser, d'aller comprendre comment ça se passe. Et c'est un des projets qu'on souhaite mener à Montpellier au travers de la Cité de l'alimentation, en travaillant avec le secteur associatif et les producteurs locaux de Montpellier, qui soient soit sous forme associative, soit sous forme privée, pour conventionner avec eux et faire des sorties de classe sur le territoire, ou alors avoir des agriculteurs qui viennent dans les classes. Mais je pense que ça a moins d'impact plutôt que de sortir. Donc ça, c'est un exemple, mais après, des actions pédagogiques, il y en a beaucoup. Il y en a sur le rythme des saisons, sur le goût, à Montpellier, par exemple, on a un livret pédagogique où on remet des diplômes d'éco-écoliers, d'éco-écolières, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui existent autour de ça, mais c'est absolument fondamental. Et on peut le faire à tout âge, évidemment. Et il y en a beaucoup au 3e étage également à découvrir. Rapidement, Patrick Caron et Vincent Origat pour compléter la réponse. Oui, très rapidement. Je reboucle avec le sommet des Nations Unies. En fait, sont sortis du sommet des engagements de certains pays par rapport à des coalitions. Et la France s'est engagée dans 2 coalitions, une sur l'agroécologie et une sur les cantines scolaires.
Alors ça peut paraître un peu surprenant, mais en fait, derrière cet engagement pour les cantines scolaires et ce que nous a raconté Marie, par exemple, c'est bien la volonté de reconstruire complètement des comportements, une pédagogie, une connaissance de ce que sont ces systèmes alimentaires et de la manière dont on peut agir. Parce que ceux qui vont agir, ce sont vous, ce sont les jeunes, ce sont ceux qui vont être en capacité de prendre des décisions dans les années qui viennent et qui, en prenant le monde dans les mains, comme on le dit le slogan, vont changer le monde demain. Un complément, Moi, juste un mot sur la pédagogie aussi. Un grand regret que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de matière sur l'alimentation dans l'éducation nationale aujourd'hui, que ce soit en école primaire, etc. Et ça me semble absolument fondamental. Parce qu'en plus, à partir de cette matière, on peut tirer énormément de choses. On peut tout faire. On peut faire des maths, on peut faire du français, on peut faire de la physique, etc. Et ça paraît fondamental que ça apparaisse dans des programmes de l'éducation nationale. Cela aussi, c'est une orientation d'un monde nouveau. Vincent, on regarde très rapidement. On va, avec la métropole de Montpellier, mettre en place ce qui va remplacer le mois de l'agroécologie, qui s'appelle les 4 saisons de l'agroécologie. J'ai eu une réunion avant-hier à la métropole. Voilà. Moi, j'avais proposé aussi que, comme on oublie dans les programmes, il y a obligatoirement des heures de piscine. Pourquoi il n'y aurait pas des heures de jardinage, notamment pour les maternelles et les primaires? On a également, pour répondre à votre question, on peut se voir après d'ailleurs, on a mis en place, nous, marchés paysans, depuis plusieurs années, on en a fait une 60aine sur le territoire, un module qui s'appelait Marchés paysans en Seine, sur lequel on avait un projet pédagogique en amont avec des scolaires et on avait des projets, on met en place des animations sur les marchés, animation cuisine, animation musicale, je ne rentre pas dans le détail, voilà. Et on a fait beaucoup d'interventions sur le territoire, donc sur l'éducation au goût, la saisonnalité, la proximité des produits, etc. La différence entre un circuit court justement et un circuit de proximité, etc. Voilà. Merci de ce complément. Une autre question. Bonjour, Marjolaine, soignante sur Montpellier. Déjà, je vous remercie à tous pour votre investissement. Du coup, on parle de liberté de choix tout à l'heure sur l'alimentation. Certains disaient ici, je ne veux pas que l'on m'impose des produits de saison, je souhaite avoir le choix. Je tenais à rebondir parce que je me demande, peut-on parler d'une vraie liberté pour l'ensemble de la population quand on voit la différence de prix entre un produit court et un produit long? A-t-on vraiment le choix finalement et la liberté? Question fondamentale. Moi, je pense qu'effectivement c'est une question fondamentale et surtout encore une fois dans une situation de fragmentation de la société où on sait que les écarts de richesse se creusent de plus en plus et on sait aujourd'hui, enfin il y a une étude assez récente du CREDOC qui est un institut qui recense un petit peu, qui étudie les modes de consommation des Français. Et il est écrit que 52% des Français aujourd'hui ne mangent pas ce qu'ils souhaiteraient manger. C'est-à-dire que des gens qui souhaiteraient manger des produits plus sains, a priori, n'en ont pas les moyens. N'en ont pas les moyens pécuniaires, n'en ont pas les moyens financiers. Donc clairement, oui, ça pose un véritable problème d'accès. C'est ce qu'on soulignait tout à l'heure, c'est-à-dire d'accès à une alimentation saine. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors il y a beaucoup d'initiatives, il faut quand même le souligner, qui sont prises, mais ça reste effectivement un enjeu majeur aujourd'hui, c'est comment rendre accessible au plus grand nombre une alimentation de qualité. Et quand vous savez que la moitié des Français déclarent ne pas pouvoir manger ce qu'ils voudraient manger, effectivement, ça pose véritablement problème. Ouais. Stéphane Layani. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et l'alimentation a un prix et elle a un coût. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, d'abord, quand vous mangez un produit alimentaire, vous êtes en face à la fois d'intrants et de subventions publiques. Et donc, chaque produit alimentaire, c'est ce que disait monsieur très justement, en tout cas la majorité des produits alimentaires, parce qu'il y a des produits qui ne sont pas subventionnés, eh bien, il résulte essentiellement des prix de revient, des cours et, enfin, bien sûr, des subventions publiques. Sur les produits frais, tous les produits ne sont pas subventionnés. Mais la viande l'est, les fruits et légumes ne le sont pas.
Ensuite, il y a les cours. Les cours, c'est l'offre et la demande. Quand il y a une tension comme cette année, malheureusement, à cause des événements climatiques qu'on a connus en mars sur les produits, les cours augmentent. Et enfin, il y a l'intrant humain. Pourquoi on dit souvent le bio c'est bien gentil, mais ça coûte 1,70% plus cher que les produits qu'on trouve en grande surface? C'est vrai. Mais parce qu'il y a beaucoup plus de main-d'œuvre, d'action humaine, beaucoup plus d'emplois dans un produit bio ou dans un produit agroécologique que dans un produit qui a été fait selon une agriculture plus conventionnelle. Et donc, voilà le problème. Alors, maintenant, la question que ça pose, c'est la question budgétaire. Est-ce que les Français sont prêts à consacrer dans leur budget propre un peu plus pour leur alimentation? Ou est-ce qu'ils sont schizophrènes, c'est-à-dire ils veulent payer toujours le même prix et avoir beaucoup plus de qualité en même temps? Et donc ça, c'est le sujet fondamental. C'est pour ça que je ne suis pas un adepte de la décroissance. C'est que aujourd'hui, il y a une droite budgétaire pour la plupart des ménages. Un couple de fonctionnaires moyens, ils ont 3 000 € par mois. Je vais terminer, excusez-moi là. Et là-dedans, il y a un nouvel entrant qui est arrivé. C'est celui-là. C'est tout simple. C'est le portable. C'est la communication. Et donc, clairement, on a un budget à gérer et les nouvelles technologies ont un coût qui ont pris de la place, il l'a dit tout à l'heure, pour l'alimentation. Donc, c'est un arbitrage. Cet arbitrage, il est plus facile si on a de la croissance, si les revenus des Français augmentent. Il sera très compliqué si on a beaucoup de chômeurs et si la société, dans son ensemble, va mal. Voilà. Une dernière question? Je peux intervenir, s'il vous plaît? Je peux compléter? Oui. Bon, très rapidement, parce qu'on est limité, bien sûr, par notre direct. Il y a un terme qui m'a beaucoup plu dans les années 2000 et 2010, c'est le terme de consommateur. C'est-à-dire que l'acte de consommation, pour moi, il n'est pas anodin. Nous avons quelques discussions serrées avec ma femme concernant l'origine des textiles. Elle me défie de trouver un textile qui ne vient pas de Chine, mais je persiste dans cette voie. Et nous pouvons persister aussi, de la même manière, dans le choix de notre alimentation. Ça, j'y crois beaucoup. Parce que si on lâche ça, eh bien, on nous proposera ce qu'on a bien envie. Et juste, puisqu'on doit être bref, c'est dommage parce que j'aurais aimé avoir quelques instants pour vous développer cette théorie. Le débat oui, c'est la notion de coût caché. Le coût caché, ça, je vous invite à vous renseigner dessus. Le coût caché, c'est quel est le prix réel d'un produit agricole. On pourrait l'appliquer aussi à un produit industriel quelconque. Ça veut dire quelle est vraiment la part, le coût qu'il est nécessaire pour produire ce produit, que ce soit une tomate, un kilo de viande ou un kilo de céréales. Et notamment quand on les compare bio-conventionnels. Il est vrai que vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, en moyenne, un produit bio coûte 1,7 ou 1,5% plus cher. Mais quand on regarde de près combien ça pèse, par exemple, sur l'environnement, sur la pollution des eaux, sur la biodiversité, sur la santé des travailleurs et des gens qui habitent, parce qu'on parle essentiellement de production d'alimentation, mais les gens qui habitent dans un environnement où on traite tous les 8 jours, qu'on constate que ces gens-là tombent plus facilement malades que d'autres, eh bien, ça pèse sur l'économie. Et moi, je pense qu'un gouvernement qui aurait de l'envergure pourrait préconiser un certain nombre d'actions pour limiter ces impacts. Merci Daniel Descartes. Une dernière question. Oui, merci. Je salue les propos de M. Descartes. Une question. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
par contre, je suis aussi d'accord avec M. Connard. La politique, quelle est votre question, s'il vous plaît, J'en ai monsieur une pour monsieur tout à l'heure, oui, à non, propos passez des de suite grandes à la question. bassines, qu'est devenu le conflit des agriculteurs et la Confédération française des agriculteurs quand ils sont allés à la réunion de Niort de la FNSEA, là, l'association des céréaliers. Comment est-ce que vous avez obtenu gain de cause contre les grandes bassines, ce fameux projet qui crée des réservoirs d'eau pour la production des céréales à l'exportation et pour la production de céréales ou de produits pour l'éthanol? Voilà ma question. Je crois que personne n'a la réponse, visiblement, parce que la question est peut-être Bon, un peu d'accord. décalée. Alors, dernière intervention. Merci, mais elle sera reposée peut-être lors de ta bande. Je suis désolé d'être obligé de... Merci, monsieur. Soyez respectueux du timing, s'il vous plaît. La politique ne va pas débattre de ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Très bien. La politique ne va pas débattre de tout ça, malheureusement. Merci bien. Écoutez, nous arrivons au terme de ce débat. Merci, mesdames, merci, messieurs, pour votre enrichissante participation. Merci à toutes et tous d'avoir participé. À 14h, un nouveau débat sur l'économie solidaire. On ne va pas se quitter sans se souhaiter bon appétit. En catalan, on dit... Excusez-moi. En catalan, on dit bon profit.